Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. On est le samedi 12 octobre, 10h31. Je vous salue tous. Ça me fait excessivement plaisir d'être ici, présent comme tous les samedis. C'est vraiment notre bouffée de bonheur Radio Courtoisie. Et on y vient animé ici avec le sourire et le plaisir non dissimulé qui est le mien. Je salue bien entendu Virginie qui est à la réalisation, la sublime Virginie qui est revenue, mais je crois qu'elle était déjà là la semaine dernière, je ne sais plus. Je la salue, donc elle a évidemment réalisé l'émission avec la perfection qui est la sienne. Bien entendu, je salue mon prédécesseur, Nicolas Stoker est avec Christian Van Est, qui se fait si rare. On voudrait tellement voir notre ami Christian Van Est plus souvent. Et Oscar Fressinger, c'est la même chose, il se fait lui aussi rare et c'est important qu'il vienne sur Radio Courtoisie. Donc je salue Nicolas Stoker et son libre journal de géopolitique profonde. Évidemment, je fais le coucou à Patrice qui est au standard et qui va prendre vos questions, réponses. Je sais qu'il y en a plein qui vont arriver parce que le sujet, c'est un sujet dont on ne traite pas beaucoup, vous allez comprendre. Et je fais un petit salut parce que j'ai été ce matin avec un sympathique chauffeur Bolt pas Uber. Hein, moi je prends Bolt, voilà, le chauffeur, la société je crois européenne ou française, je sais plus. D'Aurélie, il s'appelle D'Aurélie, je le salue. C'était très sympathique. Il découvre Radio Courtoisie. Ben, j'espère qu'il aimera Radio Courtoisie. Donc, je le salue aussi. Aujourd'hui, je reçois Maître Alexandra Dupuis. On va parler de plans sociaux qui se multiplient et surtout parce qu'elle est avocate, je crois, des salariés du groupe OBS qui gère aussi colis privé pour ceux qui connaissent. Ben, c'est drôle parce que, enfin non c'est pas drôle parce qu'il va y avoir un plan social de 10 000 personnes, mais ce qui est dramatique aussi en plus, c'est que tous ces plans sociaux se font dans l'anonymat complet. Vous savez, j'ai, pour travailler cette émission, cherché à regarder ce qui se dit dans les presses locales, sur Internet, concernant un plan social qui va faire licencier 10 000 personnes. Eh bien, je n'ai rien trouvé. Voilà, je n'ai rien trouvé, comme si ça n'existait pas. Voilà l'information aujourd'hui en France. Alors, je reçois Maître Alexandra Dupuis. Bonjour, cher maître, comment allez-vous ? Bonjour, bah écoutez, ça va? Ça va aussi bien que ça peut aller, vu la situation. Alors, vous êtes avocate des salariés Oui. du groupe OPS. Alors, expliquez-nous un peu ce qu'est ce groupe, parce que on connaît un peu colis privé, mais le groupe, tout ça, on connaît un peu moins. Alors, colis privé n'est plus justement. Colis privé a été vendu. Ah, d'accord. Euh, Bah, dites-nous, donc là, expliquez-nous un peu, faites-nous un peu la genèse. ah, oula, la genèse, elle est complexe. Mais pour faire simple et pour ce qui intéresse ce plan social, enfin ce plan de sauvegarde de l'emploi, parce que j'aime bien que les mots soient utilisés pour montrer toute l'hypocrisie de ce système. Donc, ce plan de sauvegarde de l'emploi qui donc a licencié 10 000 personnes en 3 mois est le fruit donc d'une société qui s'appelle la société Mili. La société Mili qui avait racheté la société Adrexo. D'accord? D'accord, très La bien. société Adrexo, ce sont les personnes qui distribuent les prospectus dans vos boîtes aux lettres, pour faire simple. Donc, Mili appartient à un groupe qui s'appelle OPS. Et donc, ce groupe, effectivement, était propriétaire, la société Mili d'ailleurs, je crois, hein, était propriétaire de colis privés et l'a revendu. Et il y a un an, il me semble, sur 2023, je sais vérifier, mais je crois que c'est à peu près ça, pas très récemment en tout cas, pour une somme d'argent très très importante, qui d'ailleurs fait partie des questionnements qui m'interrogent moi en tant qu'avocat, et je pense que je suis pas la seule, sur où est passé cet argent, qui normalement aurait dû permettre de redresser la situation et Alors, pour et combien a été d'éviter vendu? 600 millions d'euros. Et pourquoi vous posez cette question?
Parce que un an avant que la société ne soit liquidée, on a 600 millions d'euros qui rentrent manifestement dans les caisses et dont on a du mal à comprendre aujourd'hui comment est-ce qu'ils ont pu disparaître aussi rapidement. Voilà. Donc je pense qu'il y aura des enquêtes qui vont, au regard, si vous voulez, du drame social et au regard des enjeux financiers pour tout le monde, il va forcément y avoir une enquête pour déterminer ce qui s'est passé et comment est-ce que notamment ces 600 millions d'euros ont pu disparaître aussi rapidement. Voilà. Quand vous dites disparaître, c'est-à-dire Alors, moi, je ne peux pas m'avancer parce que très honnêtement, je ne suis pas enquêteur ni policier, donc je ne me risquerai pas à ça. Ce que je sais, c'est qu'il est curieux, à tout le moins, une société qui a encaissé 600 millions d'euros un an avant se retrouve en liquidation judiciaire avec une cessation des paiements. Vous voyez, c'est quand même 600 millions d'euros, même pour une société comme celle-là, c'est beaucoup d'argent. Et on ne comprend pas comment est-ce que cet argent a pu, en tout cas, ne pas servir à redresser la situation. Parce que si c'était le cas, vous ne retrouveriez pas en liquidation judiciaire au bout d'une année, c'est pas possible. Voilà, même si, parce que Milly nous dit que, si vous voulez, la problématique dont elle se défend, c'est que comment dire, la distribution des publicités a été rachetée, reprise, notamment par les services de la Poste, et que c'est la raison pour laquelle elle a perdu son activité. Bon, sauf que, si vous voulez, c'est pas si simple que ça. Il y avait d'autres activités, et ça ne s'est pas. La cessation en question aurait pu bah, être communée ou reclassée sur d'autres activités permettant de sauver au moins une partie alors des salariés. parlons de Milly, parce que vous connaissez le dossier par cœur, mais les auditeurs, eux, ne le connaissent pas. Milly, Ouais. voilà, quel est à peu près son chiffre d'affaires, enfin, où il y a un an, voilà, combien de salariés et quelle était son activité, voilà, principale, voilà, parlez-nous un peu de ce groupe, enfin, de la Alors, société Milly, pardon. honnêtement, le chiffre, je ne l'ai pas. Plusieurs centaines de millions, ça c'est sûr. D'accord. Parce que oui, rien que colis privé, ça représentait déjà un chiffre d'affaires de 700 millions par an. Donc ça leur appartenait jusqu'à il y a un an, donc ça vous donne une idée. Bon, je pourrais regarder, vous le passez en off. Donc, ouais, Et en ce tout cas, sont des c'est très une gros chiffres. société qui représente au moins s'ils avaient colis privé qui faisait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'imagine cette société, et que c'était la maison mère, j'imagine que la société faisait au moins 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas n'importe quelle société. On devait approcher, oui, on devait approcher. Bon. Donc effectivement, c'était énorme. Donc 10 000 salariés sur la branche donc ex-Agdraxo, parce que c'est de celle-là dont on parle, et les 10 000 donc ont été supprimés. Voilà, donc en 2 fois, il y a eu un premier plan social qui a été fait, enfin plan social, plan de sauvegarde de l'emploi, PSE, Alors, tiens, qui a été justement, fait. qu'est-ce que Ouais, c'est ce plan de sauvegarde? Alors, parce que voilà, je veux vraiment qu'on soit précis auprès des gens. Qu'est-ce que signifie un plan de sauvegarde? Parce que ce sont des termes administratifs qui veulent dire des choses très très belles, mais en réalité, juridiquement, qu'est-ce que c'est? alors en fait, c'est pour ça que je me reprends toujours, parce qu'on dit plan social, parce que c'était l'ancien nom. Voilà, c'est Et puis ça. maintenant, voilà, Ouais, maintenant, il y a le plan nom social, politiquement correct. voilà, de toute façon, vous savez, c'est comme tout ça, hein. Donc le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est lorsque vous avez la suppression de plus de 10 postes en 30 jours. Vous avez l'obligation de mettre en place ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire que vous devez mettre en œuvre les moyens, alors expliquer comment est-ce que vous allez supprimer cet emploi, comment est-ce que vous allez réorganiser, pourquoi, expliquer également comment vous allez reclasser ces gens, et troisièmement, expliquer comment éventuellement vous allez ouvrir des formations, des réinsertions, etc., en fonction de l'argent qui est abondé dans ce plan de sauvegarde de l'emploi. C'est-à-dire que plus il y a d'argent dans le plan de sauvegarde de l'emploi, plus on est en mesure d'aider les gens pour qu'ils retrouvent un emploi après, voire leur donner des primes supralégales, etc., pour les aider à rebondir, si je peux dire les choses comme ça. Donc, dans l'esprit, c'est ça le plan de sauvegarde de l'emploi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez supprimer beaucoup d'emplois d'un coup, on vous demande de donner de l'argent et de donner les moyens pour que ces gens puissent retrouver une place dans la société. Je résume. C'est pour ça qu'on appelle ça joliment le plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà, donc c'est-à-dire Sauf que que quand on licencie des gens, ça s'appelle une sauvegarde de l'emploi, c'est bien. Mais j'imagine que c'est quand on ça. licencie des gens, c'est qu'on n'a pas d'argent. Et j'imagine que on n'y met pas beaucoup d'argent pour sauvegarder cet emploi. Mais c'est toujours pareil, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que quand ça a été juridiquement, quand il y a un législateur qui s'est dit, bon, je vais inventer un truc super pour aider les gens qui vont se retrouver collectivement licenciés. Alors, au départ, c'est ça l'idée.
Sauf que c'est toujours pareil, il y a des gens là, il y a des gens qui corrompent tout, y compris les belles idées. Donc le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est quoi? C'est évidemment pas de sauvegarder les emplois que vous êtes en train de liquider. C'est de dire que les gens qui se retrouvent sur le carreau là maintenant, on va pouvoir les aider à trouver un nouvel emploi. Et donc sauvegarder non pas l'emploi qui vient d'être sacrifié, mais sauvegarder l'emploi des gens. En tout cas, dans l'esprit, c'était ça. Vous voyez? Sauf qu'en réalité, comme vous le dites très bien, il faut de l'argent pour ça. Or, quand on a des grosses. Si vous supprimez 20 postes sur une société qui a 10 000 salariés, ça veut dire que la société a encore de l'argent et qu'elle peut faire un effort financier pour aider ces 20 personnes-là à se réinsérer. Mais si, comme dans notre cas, en réalité, c'est un coup près sur la totalité des effectifs, la sauvegarde de l'emploi n'a plus aucun sens. Donc ça devient une sombre hypocrisie. Évidemment qu'il n'y a pas d'argent, enfin il pourrait y en avoir. Hein, il pourrait y en avoir. Le groupe Ops pourrait effectivement, par exemple, hein, financer un plan de sauvegarde de l'emploi qui soit correct pour aider les gens. Il y avait des solutions, sauf que ces solutions-là, c'était évidemment pas ce qui arrangeait tout le monde. Ce qui arrangeait tout le monde, c'était que Mili soit liquidé, qu'on puisse éventuellement faire fructifier les autres sociétés du groupe en les atteignant le moins possible financièrement. Donc tout ça, évidemment, n'était pas pour aider les salariés. Vous savez, les salariés, on n'avait rien à fiche. Là, on commence à en parler. Pourquoi? Parce qu'on s'est réunis il y a quelques jours devant le ministère de l'économie pour que les syndicalistes qui étaient là pour représenter les intérêts des salariés et les défendre soient reçus par le ministère de l'économie. Et c'est pour ça qu'on commence un petit peu à en entendre parler. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un silence assourdissant. Moi, je vais vous dire, quand vous dites commencer, vous êtes quand même optimiste, hein, parce que moi, j'ai cherché, j'ai regardé, je sais pas moi, le Figaro, le Monde, le Point, Libé et compagnie. J'ai pas trouvé une ligne, hein, je vous le dis. Hein. Alors, pour être transparente, il y a eu un article dans Le Monde il y a 2 jours. Il y a eu un article, mais oui, c'est très très récent. Hein. Il y a eu un article dans Les Échos. Il y a eu un article dans l'UMA, parce que l'UMA était présent qui a fait un reportage aussi vidéo, mais tout ça à 3-4 jours. Hein. On parle de choses qui sont très très récentes, c'est sur la semaine. Effectivement, et il a fallu lutter. Et alors, pour être très transparente, ce qui a fait que, à mon avis, que ça a bougé, c'est non pas forcément la manifestation elle-même, mais le fait, alors la manifestation forcément, parce que ça a fait venir quand même un ou deux médias qui ont relayé l'information, mais enfin vous savez, il y avait déjà cette information, ils avaient fait des conférences de presse, la FIDPAC, donc qui est la fédération CGT du papier dont dépend Mili, a fait des conférences de presse, etc. Ça ne relayait rien du tout. Donc moi je pense, mais c'est mon avis, qu'il y a eu une question au gouvernement qui a été posée l'après-midi même, donc qui a été filmée, et devant laquelle, évidemment, tout le monde s'est retrouvé un peu panti-panto, c'est-à-dire on a un peu l'air de rien faire et pour cause on fait rien. Et comme ça, et cette question a été, je pense, relayée aussi. Et c'est ça qui a amené un petit peu de visibilité, mais un tout petit peu. Là, de ce que j'en sais, le délégué syndical CGT Central a été entendu via M6. Donc, il y a eu un petit reportage qui a été fait, etc., avec les salariés. Donc, est-ce que ça va être diffusé quand? Je ne sais pas. Mais effectivement, je veux dire, on devrait allumer tous nos grands pontes BFM, CNews et compagnie, et on devrait avoir des plateaux qui s'écharpent pour savoir est-ce que c'est normal de licencier 10 000 personnes. Et tout ça, évidemment, ça n'arrive pas. Malheureusement, donc, ça pose question. Ça c'est sûr, vous avez totalement raison, mais malheureusement, je pense que des Mili, il y en a, je sais pas moi, 150 par jour en France. Alors non, il y a des plans de sauvegarde de l'emploi, oui, beaucoup, mais qui concernent, c'est trop, hein, mais qui concernent 100, 200 personnes, 300 personnes, peut-être 2 ou 3 000. 10 000 personnes, il faut remonter aux mineurs pour avoir autant de licenciements. C'est vrai. Il faut remonter Mais après, je vais vous dire. Après, c'est vrai que Mili a fait un plan social, comment dire, très vite, beaucoup de monde. Mais faut dire aussi une chose, on n'a plus beaucoup d'industries ou de grandes boîtes qui peuvent, qui emploient autant de gens. Hein. Donc du coup. Oh, il y en a quand même. Il y en a, mais moi, par exemple, j'ai vu hier Sanofi. Sanofi, parce que j'ai compris, ils ont passé de 30 000 à 18 000 en l'espace de. Oui, mais d'habitude, ça se déconstruit, mais de manière plus lente. D'accord. Donc, ça permet. Alors, attention, c'est pas satisfaisant du tout. Oui, il y a un sacrifice social dans ce pays qui se fait dans le silence absolu. Je vous rejoins totalement. Moi, je le vois parce que je fais que du droit de travail salarié. Donc, je les vois, les plans sociaux, les PSE. Je les vois arriver, je vois les gens effectivement sur le carreau, je vois que c'est très compliqué pour les gens de retrouver un emploi. Et tout ça se fait à bas bruit et dans le temps.
Là, ce qui a fait que ça a ému tout le monde, c'est plusieurs choses. C'est d'une part la rapidité avec laquelle le drame social s'est fait, c'est-à-dire que ça s'est fait en 3 mois. Et ce qui a fait aussi l'émotion autour de cette affaire et des salariés de Mili, c'est que ce sont des gens qui sont déjà les invisibles de notre pays, si vous voulez. Ce sont de toute façon les grands précaires. C'est-à-dire que les gens qui travaillent à distribuer des prospectus dans vos boîtes aux lettres, ce sont des gens qui soit sont très jeunes et n'arrivent pas à survivre, n'ont pas d'emploi, n'arrivent pas à survivre avec un RSA, etc. Donc, ils vont aller chercher un complément de salaire en distribuant des prospectus pour 500, 600 balles par mois. Ce sont nos vieux, nos personnes âgées qui ont entre 70 et 80 ans et qui n'arrivent pas à vivre avec ce qu'ils touchent dans le cadre du minimum vieillesse ou avec des retraites qui sont ridicules et qui donc n'arrivent pas à suffire pour qu'ils mangent et qu'ils se logent correctement. Et après, au milieu, il y a des gens qui sont donc en CDD à temps partiel ou en CDI temps plein, mais qui sont résiduels. Les CDI temps plein, c'est résiduel. Les emplois chez Midi, c'était surtout des emplois déjà de précaires. Donc, c'est des gens qui avaient déjà du mal à vivre avec le salaire Midi, donc qui, sans le salaire Midi, se retrouvent dans une situation dramatique. Nous, on a des gens qui, effectivement, étaient les papas, les mamans, ou les mamans-mamans, ou les papas-papas, peu importe, les cellules familiales, en tout cas, entières, qui dépendaient de ce qu'ils percevaient chez Midi, qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à manger. Et ça a été ça, le drame. Et le drame aussi, c'est que dans la mesure où on a eu 10 000 personnes de licenciées en l'espace de, je vous dis, 3 mois, les mandataires, il y a eu 2 cabinets de mandataires qui ont été nommés. Et bon, les AGS, ils font pas pousser les bras parce qu'il y a des plans de sauvegarde de l'emploi, hein. Donc, ni parce qu'il y a des licenciements massifs. Donc, ils ont peu de moyens pour faire face à ce genre de situation. Et les mandataires, ils ont pataugé dans la semoule, pour être clair. Ce qui fait que les gens se sont retrouvés, pour certains, sans salaire depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, alors qu'ils travaillaient. Alors qu'ils travaillaient. Et on leur a dit en plus, alors vos préavis, vous allez les toucher, mais à la fin du préavis. Donc ça veut dire concrètement qu'on leur a annoncé qu'ils allaient commencer à toucher de l'argent au mois de fin novembre, début décembre, alors que pour certains, ils n'étaient pas payés depuis août. Donc je ne sais pas si vous imaginez le drame. Donc on avait des gens qui n'arrivaient pas à faire. On avait des gens qui n'arrivaient plus à manger, qui allaient au resto du cœur pour essayer de manger, pour nourrir leurs gosses. On avait des familles, alors Sébastien, Bernard, on parlait l'autre fois. On a une famille notamment qui a un peu cristallisé l'émotion, mais il y en a plein, hein, avec 8 enfants et plus de logement et plus de quoi les nourrir. Voilà, en plein mois d'octobre. Donc on fait quoi? Et en fait, c'est ça qui a, si vous voulez, qui a donné vraiment cette impulsion d'émotion autour de ce dossier Mili, parce que vous avez raison, malheureusement, des licenciements collectifs de masse dans ce pays, on en a beaucoup, on en a trop, et dont on ne parle pas, avec 100, 200, 300, 1000 personnes, 2000 personnes. Moi, je le vois parce qu'en plus, j'habite à La Rochelle et qu'à La Rochelle, on fait partie de ces endroits où il y avait beaucoup, beaucoup de tissus économiques et industriels et où je les ai vus disparaître en masse autour de moi ces 10 dernières années. Donc, vous avez absolument raison. Mais ce qui a différencié Midi des autres et ce qui aurait dû générer une médiatisation extraordinaire, c'est cette situation-là que je vous décris qui n'est pas une situation habituelle, même dans le drame. Voilà. Je vous dis quelque chose, cher maître, c'est que ce pays vit un drame incommensurable dont peut-être beaucoup ne se rendent pas compte. Un déclassement comme jamais, moi je le vois en 20 ans, que je raconte, en 10 ans, on voit en 10 ans un déclassement qui est faramineux. Et même à Paris, et on viendra, moi j'ai peur, moi je vous le dis, que la France dans 20 ans sera l'équivalent de, je sais pas moi, la Moldavie, et je dis ça vraiment sans exagération, hein, mais vraiment sans exagération. C'est-à-dire que les gens, par exemple, quittent la capitale, ils ne peuvent plus y habiter. Avant, avec 10 000 francs par mois, vous habitiez dans le centre de Paris. Aujourd'hui, si vous habitez dans le Val d'Oise, avec 1500 euros, c'est le grand maximum. En province, c'est pareil. Les centres-villes, je vais en province souvent, les centres-villes sont des villes fantômes. Des villes fantômes. Et là, on voit qu'il y a un législateur qui s'en fout, en fait. Il met des beaux mots sur des lois, mais en fait, et même nos médias s'en foutent aussi. Ça, pour moi, c'est dramatique. C'est pour ça que je voulais avoir aussi votre parole, parce que vous avez du coup
Cette avocate de tous ces gens. Et si vous me dites en plus qu'à La Rochelle, qui est quand même un coin sympathique, de bord de mer, et que le tissu social n'est plus, alors là, vraiment, les bras m'en tombent, quoi. Alors, c'est pas qu'il est plus, c'est qu'il est moins. Ah, Il y a encore effectivement de belles industries dans le coin. Il y a Solvay, il y a Alstom. Voilà, il y a encore de jolies industries qui fonctionnent. Mais j'en ai vu quelques-unes tomber. Bah, vous savez, à l'époque déjà, le chantier naval, ça a fait beaucoup de mal hein, à La Rochelle. Hein. Il y a eu un chantier naval qui employait énormément de monde. Quand tout a été liquidé, ça a fait beaucoup de mal. Et puis, ben oui, il y a d'autres sociétés dont moi j'ai vu disparaître des dizaines de personnes, voire des centaines parfois. Il y en a un de mémoire qui en avait licencié 2000 hein, ici, hein, pareil, qui avait fermé l'établissement. Donc, oui, il y a une descente qui se fait inexorablement. Alors, les optimistes vous diront que ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. Moi, pour l'instant, je vois pas ce qu'on gagne, je vois juste ce qu'on perd. Et oui, il faut qu'il y ait une réaction. Et la réaction, elle se fait par l'économie, la réaction. Elle se fait par l'économie, parce que pourquoi les gens s'en vont, pourquoi les industries ferment? Principalement à cause des charges qui étouffent les entreprises, quand même, on va être clair. Alors, il y a les entreprises qui vivent du toujours plus, donc qui voient effectivement stratégiquement leur intérêt à délocaliser, mais ça, c'est pas nouveau, leurs industries pour pouvoir rentabiliser davantage leur, leurs chiffres. Mais si vous voulez, au-delà de ça, il y a quand même une réalité en parallèle, c'est qu'on étouffe les entreprises. bah, Voilà. mais je vais vous dire, cher maître, lorsqu'on choisit la mondialisation et que l'on va dans cette mondialisation avec les règles du socialisme, enfin des charges et de la protection sociale à la française, etc., on ne peut pas réussir, hein. Ça c'est évident, parce que les autres pays n'ont pas tout ça. Hein. Donc il aurait fallu, quand on a ça, on ne va pas à la mondialisation. Hein. C'est comme si, moi je suis très fouteux, hein. C'est comme si on va jouer le Real Madrid avec, je sais pas moi, le Red Star en Ligue des Champions. C'est pas possible, ça ne marche pas, quoi. Voilà. Mais bon, pour en revenir à Milly, pourquoi est-ce que Milly, plutôt que en gros, d'aller, de fermer sa boîte, pourquoi est-ce qu'elle ne cherche pas à le vendre? Parce que vous vendez pas un truc qui vaut rien. Mais ça ne vaut vraiment rien. Ça vaut rien. En tout cas, ça sent le roussi. Aujourd'hui, la façon, si vous voulez, dont on fait disparaître de l'argent et de l'activité. Alors moi, encore une fois, je fais attention à ce que je dis parce que je suis avocat et que à la différence des politiciens, quand je parle, je veux m'assurer que tout ce que je dis pourra être prouvé. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que justement, il a été question qu'une entreprise reprenne Milly. Mais alors la seule qui a maintenu son offre jusqu'à la fin n'était pas sérieuse et c'était pas dans l'intérêt de personne qui ait une reprise. En tout cas, c'est ce qu'a conclu le tribunal de commerce. Mais on n'a pas eu beaucoup de monde au portail parce qu'effectivement, une fois qu'on avait vidé tout ce qui faisait la richesse de Milly, plus personne n'avait envie de reprendre ce truc. Ce qui est normal. Vous n'allez pas reprendre une société alors que vous arrivez et qu'elle a été complètement dessapée et qu'il n'y a plus rien à en faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vendant les colis privés, c'est-à-dire qu'ils se sont débarrassés des actifs. C'est la richesse principale de Milly au moment où, oui, bien sûr, parce que colis privé, ça fonctionnait très bien. Donc, est-ce qu'effectivement, on n'avait pas intérêt à ce que colis privé reste là? Ou à vendre colis privé, s'il fallait vendre un truc qui était énorme et qui faisait la richesse à ce moment-là de la société. Enfin, encore une fois, moi, je ne suis pas conseiller en gestion patrimoniale des entreprises, mais il me semble que si vous vendez une société pour pouvoir récupérer beaucoup d'argent, il faut derrière être en mesure de réinsérer cet argent pour que ça fasse mieux vivre et mieux prospérer la société. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Si vous enlevez une chemise et que vous ne remettez pas un pantalon, au final, vous avez juste perdu une chemise. Vous voyez. Donc, mais quelles étaient les activités voilà. qui sont restées? Parce qu'il y a 10 000 salariés. Donc, dans quelle activité sont-ils restés, ces 10 000 salariés, après la vente? Mais c'est-à-dire, non, mais il n'y a pas eu de vente. Il n'y a pas eu de vente. Simplement, en fait, la Non, société. enfin, attendez, ce que je comprends pas, parce que Oui. moi, je suis en train de me perdre. C'est-à-dire que, voilà, ils ont vendu colis privés. Ok? Oui. Voilà. Et là. Les colis privés,
Oui, pardon. Donc, j'ai compris votre question. Colis privé. Donc, quand ils ont vendu colis privé, ils ont vendu les salariés qui allaient avec colis privé. Oui, c'est Ils n'ont ça? pas gardé les salariés de colis privé. Oui, D'accord? Donc, colis privé, c'est de la distribution de colis, comme son nom l'indique. oui. Et ceux qui sont restés, donc les 10 000, c'est ceux qui faisaient la distribution de prospectus. Ah, oui. Et donc, aujourd'hui, distribuer Ok. des prospectus, ça ne vaut plus rien? C'est pas ça, c'est que c'est plus eux qui le font. Mili a perdu le marché. D'accord. Voilà. Enfin, le marché, c'est pas un terme. Enfin, ils ont perdu cette activité-là qui a été donc reprise par d'autres services, et notamment les services postaux, par d'autres façons, notamment par le portage. Bon, ça, c'est une autre question. Donc, si vous voulez, ils se sont retrouvés à avoir vendu ce qui restait de richesse dans la société Mili et à avoir perdu ce qui faisait l'activité d'Adrexo. Mais Adrexo, au départ, c'est pas Mili. Adrexo, c'est Adrexo. Et ils ont racheté Adrexo il y a, je crois que c'est 2017. Ils ont racheté Adrexo et donc ils ont racheté avec Adrexo les salariés qui faisaient la distribution de prospectus. Mais ce n'était pas initialement, ce n'était pas la. D'accord. Et, et, Pas et, la et le non. marché qu'a repris la Poste, il n'y en avait qu'un, c'est-à-dire que quand vous perdez un marché, vous ne pouvez pas en retrouver d'autres, c'est fini? Bah oui, puisqu'à partir du moment où il n'y a plus cette activité-là, elle est reprise par d'autres. Elle est pas. Vous pouvez pas. Comment dire. Vous pouvez créer une autre activité. Voilà, c'était ça l'idée d'ailleurs. Bah, Hein. bah oui, c'est ça. C'était de dire, on vend. C'est ça que je vous dis. Moi, alors encore une fois, je suis pas conseiller. Les conseillers font pas les payeurs. Mais la logique voulait qu'à partir du moment où vous avez choisi de vendre colis privé pour 600 millions d'euros, vous puissiez réinjecter ces 600 millions d'euros dans la création d'une activité qui vient remplacer celle que vous avez perdue. Bah, c'est ça, c'est ce que je comprenais pas en Et fait. Voilà, qui, donc, et, ah, oui, d'accord. et qui vous permettent effectivement de faire revivre cette société. Parce que pour être transparente, parce que la liquidation n'a pas été sèche, il y a eu un redressement qui a été mis en place. Et en fait, personne ne s'attendait à ce que la liquidation intervienne de manière aussi brutale. Jamais le tribunal de commerce de Marseille qui suivait ça n'a pas imaginé au moment où il a ouvert le redressement qu'en l'espace de 3 mois, on allait se retrouver en liquidation. Donc, il y a eu un souci quelque part, c'est ce que je vous dis. Et c'est ce qui amène le questionnement de beaucoup de gens, et c'est ce qui va amener une enquête sur la gestion de cette société et la gestion des économies au sens large, qui aurait pu permettre normalement de sauver, peut-être pas tous les emplois, moi je ne sais pas, mais en tout cas d'en sauver un certain nombre, Est-ce- voire même d'organiser une reprise. Parce que s'il y avait encore une activité résiduelle et donc des salariés à faire vivre et à faire travailler, il y aurait eu des repreneurs. Voilà. Sauf que là, ben, ils sont arrivés et il restait que des cendres. Donc, si vous voulez, forcément. Est-ce qu'il est possible que derrière ça, il y ait une faute de gestion? Ben, possible, oui. C'est sur quoi vous tablez ou pas? Ou le tribunal peut-être? Alors attendez, on n'a pas entendu? Allô. Oui, pardon, je vous ai perdu. J'ai Voilà. dû avoir un Oui, problème de connexion. il y a eu un petit bug. Je disais voilà. Donc vous pensez qu'il est possible qu'il y ait une faute de gestion? Enfin, est-ce que c'est sur ce sur quoi table le tribunal? Oui, oui, enfin, moi, je peux pas me mettre à la place du tribunal, mais oui, il y a des chances. Il y a des chances. Une faute de gestion ou d'autres choses. Parce qu'après, ça peut être du détournement d'actifs, ça peut être des abus de biens sociaux, ça peut être tout un tas de choses. Mais moi, je ne sais pas. Je n'ai pas les informations qui me permettent de vous affirmer que l'option qui sera retenue, ce sera l'une ou l'autre. Mais potentiellement, on peut imaginer qu'il y aura peut-être une enquête pénale, pas seulement une enquête en termes d'économie et de gestion, mais une enquête pénale pour savoir où sont les fonds dont on ignore où ils sont aujourd'hui. Voilà. Mais c'est fou. Comment c'est possible qu'on Comment ait on peut? perdu Mais oui, effectivement mais comment on de peut l'argent aussi ignorer? vite et surtout qu'on puisse pas comptablement retracer le voyage de ces fonds. Bah, Voilà. c'est fou ce que vous me dites parce que regardez, moi si demain j'envoie 500 euros à quelqu'un, non, allez, 1500 euros, peut-être que même le trésor public va me dire, Monsieur Borowski, voilà 1500 euros, pourquoi vous avez envoyé 1500 euros? En tout cas, mon banquier me dira pourquoi vous envoyez 1500 euros. Et là, 600 millions d'euros, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas où ils sont, ce qu'ils deviennent, on ne sait rien en fait. 600 millions d'euros.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. C'est bien pour ça que ça interroge. Alors après, on vous dira peut-être que c'est parce que je suis blonde et que je ne sais pas lire un bilan comptable, mais il semblerait que ma blondeur soit collective, parce que la question que je me pose, Sophie Binet l'a posée pour la CGT devant le ministère l'autre jour. Les médias, pour le coup, qui là se sont un peu mobilisés, ont tous posé la question. Les syndicats se sont posés également la même question. Donc effectivement, il y a tout ou partie de cet argent, en tout cas, dont on ne peut pas aujourd'hui dire avec certitude ce qu'ils sont devenus. Pourtant, c'est facile, hein, vous savez, même si on est blond, les rentrées et les sorties sur un bilan, ça se voit quand même de manière assez explicite. Voilà, surtout des sommes comme ça. Voilà, quand vous prenez un bilan et que vous cherchez 600 millions d'euros, en général, vous voyez où ils sont quand même. Hein. Attendez, Donc, ça veut dire que les 600 millions, donc voilà. ça veut dire que les 600 millions ne sont pas sur le bilan. Alors, c'est pas ça. C'est que de ce qu'on en a vu jusque-là, vous remarquez que je suis toujours très prudente, de ce qu'on en a vu jusque-là, il y en a une partie dont le tribunal de commerce lui-même s'est interrogé puisqu'il ne voyait pas où ils étaient effectivement dans la comptabilité. Parce qu'au moment où le tribunal de commerce de Marseille, et depuis longtemps d'ailleurs, s'est interrogé sur les comptes de la société Mili, on a demandé à ce que la totalité de la documentation soit transmise et elle ne l'a pas été à ce moment-là. Donc, effectivement, ça interroge. C'est-à-dire que c'est même pas qu'on ne peut pas voir dans le bilan où c'est qu'on n'a pas les bilans pour voir où c'est. Voilà. Donc, et c'est pour ça que je vous dis, il va y avoir des transmissions de documents, il va y avoir, à mon sens, une enquête qui va être ouverte. Et à ce moment-là, on va pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Voilà aujourd'hui ce que je peux dire. Alors, Je ne peux pas vous dire quel sera le résultat de cette enquête parce que j'en sais rien. Alors vous Mais êtes... par contre, je peux vous dire que ça intéresse suffisamment pour qu'on enquête. Alors Voilà. vous êtes avocate spécialisée dans ces questions. Est-ce que c'est quelque chose qui est habituel, ces situations, ou c'est vraiment ça sort de l'ordinaire? Alors, ce que je vous disais, c'est que ce qui sort de l'ordinaire, c'est 10 000 personnes en 3 mois avec une situation de précarité jamais vue, en tout cas pas depuis 40 ans. Par contre, ce qui n'est pas malheureusement très exceptionnel, c'est de voir des sociétés avec des... Alors, c'est pas forcément le cas de celle-là, mais en tout cas, moi, je vois des sociétés qui organisent des liquidations judiciaires, c'est-à-dire qui vont faire ce qu'on appelle les banqueroutes, organiser artificiellement une cessation des paiements de la société pour pouvoir derrière justifier devant un tribunal de commerce d'une liquidation et faire un plan de sauvegarde de l'emploi automatique qui est validé par le tribunal de commerce parce qu'on lui présente des chiffres qui sont néants. Et donc là, vous avez, alors moi c'était moindre, hein, vous voyez, mais j'ai eu une centaine de personnes qui ont été licenciées, qui ont été mises sur le carreau parce que vous avez un entrepreneur qui avait globalement, pour faire court, 2 sociétés. C'est un exemple de ce qui arrive assez souvent. Le monsieur, il avait 2 sociétés. La deuxième société, non, pardon, il avait une société. La société qui était son concurrent se retrouve un peu dans la panade. Il décide de reprendre son concurrent. Et lorsqu'il reprend son concurrent, il ne le reprend pas pour faire fructifier la société qui à ce moment-là n'est pas trop mal. Vous voyez, c'est juste qu'elle a un petit coup de mou, comme ça peut arriver. Donc elle s'est retrouvée en situation effectivement de redressement. Et lui, donc, il fait une reprise avec un plan de redressement. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a une centaine de salariés donc qui dépendent de ce monsieur. Et en réalité, en l'espace de 3 mois, il va liquider une première partie de la société et 50% des effectifs. Et dans l'année qui va suivre, il va liquider la deuxième partie. Et son but a toujours été le même, c'est-à-dire d'immobiliser et d'éliminer son concurrent et de reprendre les fichiers clients du concurrent pour faire prospérer sa société. Vous voyez, ça, c'est des choses qui arrivent souvent, très souvent. C'est-à-dire qu'on a des entrepreneurs, des sociétés dont on organise artificiellement la liquidation pour pouvoir derrière faire les licenciements avec la validation du tribunal de commerce et en plus aux frais de la princesse puisque ce sont les AGS qui régalent. Vous voyez, ça, ce sont malheureusement des choses qui existent trop. Qu'est-ce que et c'est vous les avez des AGS? sociétés, donc alors les AGS, en France, on a cette chance. D'ailleurs, je rebondirai sur ce que vous disiez sur la mondialisation tout à l'heure. Dans les AGS, en fait, c'est une association, ouais, pas une association, c'est pas le bon mot, un organisme de garantie de salaire. Ça veut dire que lorsque vous avez une société en France qui est en situation de cessation de paiement,
qui ne peut plus, qui donc dans le cadre d'une procédure collective ne peut plus payer les salaires, les indemnités de rupture de contrat, etc. C'est cet organisme qui prend le relais. Et cet organisme, c'est un organisme d'État et il est financé en grande partie par les cotisations patronales qui le font vivre. Cet organisme, il dépense des millions, des milliards d'euros par an. Donc, je vous dis, il est financé par les cotisations patronales. Donc, ce sont les entreprises qui elles-mêmes ont du mal à vivre, qui se retrouvent en plus à payer des cotisations pour financer cet organisme-là. Vous voyez, c'est quand même un système qui à la base est vertueux, mais qui devient pernicieux, qui devient vicieux, parce qu'en fait, on alourdit les cotisations parce que les AGS payent de plus en plus. Sur Mili, pour vous donner un exemple, jusqu'ici, donc sans parler des dommages d'intérêt qui seront versés, etc. aux gens, parce que forcément il y en aura à un moment donné, ça représente, je crois, plus de 20 millions d'euros. Voilà, rien que pour les salaires qui sont dus sur les 2-3 mois. Donc voilà, les AGS, c'est ça. Donc c'est un organisme formidable. On est les seuls à avoir ça. Mais malheureusement, à force de tirer sur la corde et de ne pas contrôler assez ce qui se passe, théoriquement, les AGS sont subsidiaires, c'est-à-dire qu'elles sont censées pouvoir se rembourser ultérieurement de ce qu'elles ont avancé. Sauf que ça n'arrive jamais, puisque les sociétés liquidées, c'est des sociétés qui n'ont plus rien, une bonus. Donc, qui n'ont pas ce qu'on appelle de bonus de liquidation, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir rendre quoi que ce soit aux AGS. Donc, les AGS se retrouvent à chaque fois à donner en réalité cet argent, à donner cet argent. Donc, tout ça pour vous dire que le système qui était effectivement vertueux est devenu vicieux. Et tout ça pour vous dire que beaucoup de gens profitent de ce système. Parce que c'est pareil, vous sentez que vous n'avez pas autant d'argent que vous voudriez, ou que ça ne marche pas comme vous voulez, vous vous débrouillez à organiser une cessation des paiements, et c'est pas si compliqué qu'on le croit. Vous faites liquider la société, vous licenciez tout le monde, et puis vous traversez la rue et vous ouvrez une autre boîte. Vous voyez, c'est très facile en réalité. Et il n'y a pas de contrôle derrière. Je veux dire, un tribunal ne peut pas savoir. Ce système-là. Ce qui est triste, c'est que chaque fois qu'il y a une belle chose qui est inventée dans notre pays, il y a toujours quelqu'un pour venir corrompre cette belle chose et finalement la détourner de l'objet vers lequel elle tendait au départ. Pour juste reprendre ce que vous disiez sur la mondialisation tout à l'heure. Je pense que, alors moi, je me fais fort de dire que je ne m'investis pas politiquement et ce sera comme ça pour longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est que, à mon avis, on aurait pu être, à l'époque, on était le phare de l'Europe. C'est-à-dire que socialement, la France, c'était l'exemple. C'est ce qui tirait les autres pays vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand les Européens, les autres salariés, les autres syndicats en Europe se battaient pour leurs droits, ils le faisaient en référence à ce que nous avions. Voilà, parce qu'effectivement, on a une protection, encore aujourd'hui, une protection sociale, une protection en droit du travail qui est très belle. Voilà, il faut aussi dire les choses. On a de très belles choses encore qui arrivent qui sont dans notre code du travail. Bien mieux que ce qui existe partout. La problématique, c'est que lorsque nous, on est arrivés dans ce jeu-là, de l'Europe ou du monde, avec notre capital social et notre capital de protection sociale et notre droit du travail, on aurait dû y entrer pour élever les autres vers le haut. Vous voyez? Et en fait, c'est pas ce qu'on a fait. On n'y est pas entré avec l'intention d'élever les autres vers le haut. On y est entré avec l'intention de baisser ce qu'on avait, nous, sous prétexte d'être obligé, d'être contraint par l'Europe ou par le monde. Voilà, en fait, le problème, il n'a pas été dans la démarche, il a été dans l'intention qui allait avec notre démarche. Et au lieu, effectivement, d'aider les autres à s'élever, on a, nous, perdu au contact des autres. Et ça a bien arrangé, effectivement, ceux qui y sont entrés avec cette intention-là. Voilà, donc, en réalité, c'était pas la démarche qui était mauvaise. C'était ce qu'on voulait en faire. Oui, mais après, à mon sens. Après, comment convertir le monde entier? Déjà, l'Europe, c'est pas facile, mais convertir le monde entier dans cette mondialisation à notre protection sociale. Est-ce que on aurait pu le faire? Peut-être pas les convertir, mais vous savez, nous, ce qu'on a gagné, la France n'a pas toujours été escalée, hein, en termes de droit du travail. Ça nous a pris des décennies d'obtenir ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on n'avait pas l'intention d'arriver, de faire boubidi-boub et de transformer le monde socialement en ce qu'est la France. Parce que économiquement, parce que culturellement, effectivement, c'est pas aussi simple.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on aurait dû, en tout cas, distiller petit à petit nos droits, notre protection, comme étant un exemple de ce qu'il faut faire, comme étant un objectif à atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Or, c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que non seulement nous, on n'arrive pas en disant voilà ce qui pour nous doit être la ligne de conduite et ce vers quoi vous devez tendre, et voilà comment on peut ensemble essayer de travailler à ce que ça soit possible. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on a fait. On est arrivé en se disant en fait, ah oui, alors nous, en fait, on va pas pouvoir faire ça comme ça parce que à Bruxelles, on nous a dit qu'il fallait pas faire ça comme ça. Et donc, du coup, on va abandonner un petit peu de ce qu'on a gagné, et un petit peu, et un petit peu, et un petit peu. Et c'est comme ça qu'on s'est effectivement retrouvé avec des protections qui ont sauté quand même pas mal ces dernières années. Vous savez, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en droit pur, alors je parle pas forcément du monde, mais je parle de l'Europe, en droit pur, le droit social européen est très bien alimenté. La charte sociale européenne, c'est ce qui permet aux avocats aujourd'hui de combattre le barème Macron. L'Organisme international du travail, d'accord, donc, dont certains pays, pas tous, mais sont signataires et dont nous faisons partie, a permis de construire une grande partie de la protection sociale, notamment en matière de licenciement, parce qu'il y a des référentiels à l'intérieur qui sont extrêmement importants. Par exemple, pour vous en donner un, dans la Convention de l'Organisation internationale du travail, il est écrit que les indemnisations, les dommages et intérêts qui sont versés aux gens en matière de licenciement abusif doivent avoir un caractère dissuasif, de façon à ce que les patrons ne se précipitent pas goulûment sur des licenciements qui sont abusifs. Ça, c'était inscrit dans la Convention de l'Organisation internationale du travail. Vous voyez, c'est pas français. Donc, en droit, il y a des outils de protection du travailleur qui existent au niveau de l'Europe et du monde et qui sont extrêmement profitables. Mais ça, c'est le droit. Donc c'est bien que le problème ne vient pas du droit ou ne vient pas des outils que nous avons à notre disposition, mais bien de ce que nous voulons en faire. Vous voyez, donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème, c'est pas d'entrer ou dans le monde ou dans l'Europe. Le problème, c'est qu'est-ce que vous voulez construire en termes de protection des travailleurs au niveau de l'Europe ou du monde. C'est ça le problème. Alors, on va continuer notre discussion, mais avant ça, le Bobino. Envoyez-nous des questions, tiens, des commentaires pour que je puisse les poser à Maître Alexandra Dupuis. Voilà, le Bobino, enfin, nous aider, voilà, nous sommes libres, vous nous aidez, ça nous permet d'être, d'être totalement indépendants et on peut faire des émissions sur des sujets dont les autres ne parlent pas. Vous êtes nos propriétaires en gros et on est, on va dire, dépendant de personnes à part vous. Et donc n'hésitez pas, continuez à nous aider. Cher maître, vous avez parlé de créer des cessations de paiement, beaucoup le font visiblement. Ça veut dire que est-ce qu'une cessation de paiement c'est aussi facile, aussi simple que d'aller acheter sa baguette aujourd'hui en France? Non, évidemment non. Alors beaucoup, trop, voilà, beaucoup, je ne sais pas, mais trop c'est sûr, parce que moi je le vois trop souvent et je ne suis pas la seule. Est-ce que c'est facile? Pour avoir une cessation des paiements, il faut que votre actif ne puisse plus combler votre passif. Compliqué, hein, c'est CPCM, vous voyez. Il faut que ce qui entre ne comble plus ce qui sort. Donc ça, c'est facile à organiser. C'est-à-dire que si vous faites en sorte, vous créez une société X dans laquelle vous sortez les fonds, par exemple. Et donc les fonds qui étaient dans votre société au départ et qui donc alimentaient votre actif, sont investis dans une société qui, comme par hasard, ne va pas fonctionner. Vous voyez? Et vous allez dire, pardon, c'est dommage, j'ai voulu faire du développement de ma société, puis finalement, tout a été mangé. Il y a de l'argent qui sort aussi. Alors moi, je suis pas ni expert comptable, ni encore une fois gestionnaire de patrimoine. Mais vous pouvez aussi faire des investissements hasardeux qui sont peut-être justement en dehors de la France et qui vont permettre de faire disparaître votre actif. Donc après, si vous voulez, il y a des chemins en comptabilité, en gestion du patrimoine, qui permettent de créer des constructions, des structures
qui vont faire croire que de l'argent a disparu alors qu'il est toujours là, ou alors il est arrivé dans les poches de l'actionnaire principal de la société. Vous voyez, donc tout ça, évidemment que c'est possible. Oui, mais La quand vous liquidez... comptabilité Oui, a mais cela de oui, complexe que vous pouvez lui faire beaucoup de choses. oui, mais quand vous Et quand si ça vous se fait aussi facilement, puis tout simplement vous laissez couler la boîte, tout simplement. Vous savez, c'est facile hein, de faire couler une boîte. Hein. Moi, je l'ai vu là avec le monsieur dont je vous parlais, qui avait l'intention de détruire son concurrent. Bah, tout simplement, lorsque les salariés ont repris leur boulot, ils n'avaient plus d'ordinateur, ils ne pouvaient plus bosser. oui, mais Donc, oui, mais tout ça, pendant c'est des pas, semaines, ça se voit. ils ont perdu, vous voyez. Oui, mais tout ça, ça se voit. Il y a des traces. J'imagine aussi Et ça que. se voit si on regarde. Ah, qu'est-ce Ça que se voit qu'est-ce si que on vous voulez dire regarde. par là? Je veux dire par là que il faudrait que vous ayez des services dédiés d'enquête de police, et presque que chaque fois que fermez une boîte, il faudrait que vous puissiez avoir une enquête, même sommaire, qui soit faite pour vérifier que effectivement ça c'est pas un coup de Trafalgar qui est en train d'être fait. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment, il devrait y avoir deux choses. À partir du moment où il y a des licenciements collectifs qui sont annexés à une liquidation, systématiquement, il devrait y avoir une enquête pour vérifier dans quelles conditions cette liquidation est arrivée. Ça, c'est une première chose. Et ça n'arrive Et la pas. deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on se rend compte qu'il y a eu triche sur les licenciements économiques, ça ne devrait pas être les AGS qui payent. Ça devrait être la responsabilité individuelle des dirigeants qui est engagée. Or, c'est pas le cas. Parce que regardez, lorsque vous avez donc un gérant, un actionnaire, peu importe, un président, tout dépend de la forme de la société, qui organise une cessation des paiements ou qui fraude, et donc la conséquence de cela, c'est effectivement des licenciements en masse. Moi, j'arrive devant le conseil de prud'homme, je démontre cette fraude. Voilà, je dis effectivement, j'ai la preuve qu'il y a eu une fraude et que c'est cette fraude qui a été à l'origine des licenciements économiques. Que fait le juge? Enfin, que fait le conseil des prud'hommes? Il me dit, OK, c'est la jurisprudence constante, à partir du moment où il y a une fraude, le licenciement devient abusif. Le licenciement devient abusif, donc on va donner des dommages d'intérêt à tous ces gens. Alors, dommages d'intérêt qui sont beaucoup moins importants qu'avant parce que barème Macron, c'est un autre sujet. On va quand même indemniser ces gens pour le préjudice qu'ils ont subi. Et qui va payer? Les AGS, pas le dirigeant. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc en fait, les gars, ils sont pas punis, même pas au portefeuille. Ils prennent pas de risques. Le système vertueux tel qu'il est aujourd'hui permet à ces gens-là de le corrompre pour finalement se dire que même si à un moment donné on se rend compte qu'il y a fraude, c'est pas eux qui paieront. Mais le Pour qu'ils soient législateur. amenés à payer, il faut. Pardon Le législateur, il le sait tout ça. Pourquoi, je sais pas, Oui, il mais agit encore pas une fois, là-dessus? mais le problème, si vous voulez, c'est que oui, il le sait. Enfin, le problème, c'est que le législateur, il fait pas des lois en pensant à ceux qui vont les détourner, parce que sinon, on fait plus rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en fait, il faudrait qu'il y ait plus de garde-fous. Et pour qu'il y ait plus de garde-fous, bah, il faut des moyens. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des cellules d'enquête avec des gens. Alors, idéalement, il faudrait que ce soit fait dans des brigades financières à part, qui soient dédiées à ça, mais que ça soit systématique. Et Mais, pour ça, il faut des gens, il faut des enquêteurs, il faut des moyens. mais je vais vous dire une Donc, chose, cher vous savez, c'est maître. comme quand on dit qu'on ne comprend pas pourquoi la fraude à la sécurité sociale n'est pas mieux encadrée. C'est le même Ah oui, sujet. bah bien sûr. Mais moi, C'est pas que ça se voit pas. C'est qu'il faut, pour ça, il faut chercher. Il faut chercher et sanctionner. Je vais vous dire Voilà. une chose, cher maître. Et il y a des garde-fous sur toute votre vie quotidienne. Mais alors, il y en a 10 000 par jour, hein, sur toute votre vie quotidienne. Voilà, sur les questions de liberté, de contrôle, tout ce que vous voulez. Il y a des garde-fous partout. L'État est quasiment paranoïaque à ce niveau. Mais lorsqu'il s'agit de société ou de sécurité sociale, là il y a rien du tout, tout le monde s'en fout. Enfin, c'est quand même bizarre, quoi. Enfin, je sais pas, moi je non. Alors après, soit on se dit qu'il n'y a pas de moyens, soit on se demande pourquoi il n'y a pas de moyens. Ah bah oui, mais Ouais. regardez, donc, le nouveau budget. Parce que peut-être que ça n'arrange pas ceux qui nous gouvernent de chercher Bah oui, ça, des sûr. réponses à ces questions-là. Regardez le nouveau budget, hein. Le nouveau budget 2025, on voit que la justice va perdre, je crois, 400 millions d'euros. Hein. Donc je pense qu'ils n'avaient pas besoin de les perdre. Hein. Vous savez, il y a un moment où quand la justice n'aura plus de moyens, il n'y aura plus de justice, parce que déjà que c'est très, 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 très compliqué. Parce que le problème de la justice, c'est quoi? C'est que ce que je dis souvent quand je parle avec Nicolas Vidal, notamment. Oui, vous connaissez, qu'on salue, bah oui, je le connais. C'est hein. que
Ben, c'est un ami, hein, on se voit. Souvent, Allez-y. quand on termine nos discussions, souvent je lui dis, moi je garde toujours l'espérance malgré tout ce qui peut, tous les constats dramatiques que je peux faire, parce que in fine, j'ai toujours un juge vers qui me retourner, et quand même souvent, j'ai le sentiment d'avoir quand même un garant des libertés et de la protection des gens à travers les juges. Donc en fait, justement, les juges, soit il faut les corrompre, et heureusement, on n'est pas dans un pays où on les corrompt facilement, soit il faut leur enlever des moyens de façon à ce qu'ils soient de moins en moins en mesure d'intervenir. Parce que quand je dis de moins en moins en mesure d'intervenir, c'est quoi? C'est que quand moi, je vais déclencher un dossier là pour défendre les droits des salariés Mili qui ont été laissés sur le carreau pendant plusieurs mois, qui sont victimes accessoirement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, je vous en dirai un mot tout à l'heure, qui n'avaient pas manifestement ni pour objet ni pour effet de sauvegarder leur emploi, ni de les aider en quoi que ce soit dans leur reclassement. Donc tout ça, ça va être dénoncé devant un conseil de prud'homme. Mais le conseil de prud'homme d'Aix-en-Provence, pour ne pas le nommer, quand il va nouveau arriver avec nos dizaines de salariés et les moyens qui sont les siens, ça va lui prendre des mois, pour ne pas dire davantage, de rendre une décision. Donc, si vous voulez, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont mis à la disposition des conseils des prud'hommes, qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont mis à la disposition des chambres sociales de cour d'appel pour pouvoir statuer en appel sur les jugements de première instance. Donc aujourd'hui, on a des moyennes. Moi, je vois chez moi ici, on est rendu à 2 ans et demi, 3 ans d'attente en appel. 2 ans et demi, 3 ans. Pour que l'effet de la justice soit efficace, il faut que le temps de la justice soit proportionnel à la réalité de ce que vivent les gens. Sinon, ça sert à rien. C'est fou. Mais voilà, les dysfonctionnements. Je suis très content de vous avoir ce matin parce que vous nous montrez vraiment ces dysfonctionnements de ce pays dont évidemment personne ne parle, ni médias, ni législateurs, ni personne. Et ça permet aussi d'ouvrir les yeux parce que 2 ans et demi, 3 ans avant une réponse, c'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, il y a des vies en jeu là quand même. On a des vies en jeu. Et encore, ça, moi, je vous parle de Poitiers. Bon, voilà. Vous allez à Bordeaux, vous allez à Paris, je vous en parle même pas. Mais accessoirement, alors, les grosses cours d'appel ont effectivement de gros délais d'attente parce qu'en fait, le ressort, c'est-à-dire que une cour d'appel, elle va avoir des décisions de plusieurs premières instances, donc de premiers tribunaux de première instance ou premier conseil de prud'homme, en ce qui est en droit du travail, qui vont dépendre d'elle, ce qu'on appelle le ressort. C'est-à-dire que, par exemple, sur Poitiers, vous allez avoir La Rochelle, Saintes, Niort, La Roche-sur-Yon, etc., qui vont dépendre de la cour d'appel de Poitiers. Donc, plus vous étendez le ressort, plus il y a de travail pour la cour d'appel et plus c'est long. Donc, il y a déjà ce premier problème-là, c'est-à-dire qu'en fait, on étend le ressort. Et en plus, il y a le problème qu'on n'a pas assez de magistrats. Voilà. On n'a pas assez de magistrats, donc ils font ce qu'ils peuvent, mais on n'a pas assez de greffiers. Voilà. Donc tout ça fait que, à faute de moyens, on perd du temps. Et donc quand il n'y a pas de temps, il y a des gens qui attendent effectivement des décisions. Alors quand on fait indemniser des licenciements abusifs, j'ai envie de vous dire, les gens on rebondit plus ou moins bien, mais ils sont chez France Travail où ils ont retrouvé un emploi, mais déjà ils avaient besoin d'être indemnisés pour pouvoir peut-être aider le rebond. Mais le pire, c'est lorsque j'ai des gens qui ne sont pas payés depuis 6, 8 mois, 1 an, avec des sociétés qui n'assument pas, qui donc n'ont pas déclenché de procédure collective, et des gens qui ont plus de salaire et qui n'ont pas droit d'être inscrits au chômage parce que ils sont pas licenciés. Voilà, parce que quand vous avez une société qui va vraiment mal, parce qu'il y en a, qui va vraiment mal, il lui faut les moyens pour payer effectivement les salariés et les indemnités de rupture. Sinon, il faut qu'elle déclenche une procédure collective, redressement ou liquidation, pour pouvoir faire intervenir les HCS et que eux donc se substituent à la société pour payer. Sauf qu'il y a des entrepreneurs qui, pour différentes raisons, ne veulent pas en arriver à la procédure collective. Soit parce qu'ils sont dans le déni et qu'ils se disent non, je vais y arriver, soit parce que ils se disent que ils ont peut-être d'autres sociétés et que ça va la foutre mal, entre guillemets, ça fait de la mauvaise publicité de se dire qu'on a mis une société en liquidation. Il y a tout un tas de mauvaises raisons pour lesquelles ils ne prennent pas leurs responsabilités. Et donc, vous avez du coup, ils ne peuvent pas licencier parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les indemnités de licenciement.
Et à côté de ça, bah, ils ne peuvent pas payer les gens. Donc moi, dans cette situation-là, je vais aller devant le conseil de prud'homme pour demander une rupture de contrat au tort de l'employeur en disant bah, je ne suis pas payé depuis 6 mois, il faut une rupture de contrat. Donc ça, c'est possible. Mais si la rupture de contrat, elle intervient dans 3 ans, on sait bien que ça ne sert plus à grand-chose. Vous voyez ce que je vous Bien disais? sûr, Il faut que le temps de la justice coïncide avec le temps de la réalité évidemment. des humains. Et vous avez Voilà. parlé de manque de moyens. Je remarque que sur le budget 2025, le CNC qui finance le fabuleux cinéma français verra ses dotations encore augmenter pour la 5e année consécutive de 100 millions d'euros. C'est magnifique. Voilà, comme ça vous pourrez voir des films superbes comme le dernier film avec Monsieur Sangaré, Migrant, un film que je vous recommande, 5 personnes par salle. Voilà, c'est magnifique. Sinon, revenons à Milly. Il y a eu donc cette manifestation ce mardi à Bercy. Qu'est-ce qu'il en a été? Étiez-vous nombreux? Comment ça s'est passé? Avez-vous pu voir quelqu'un du Alors, ministère? était-on nombreux? Non, on n'était pas nombreux, mais en même temps, on ne s'attendait pas à être nombreux, parce que, encore une fois, il faut recontextualiser les choses. Les personnes, donc les 10 000 personnes qui sont concernées par ces licenciements, sont des gens qui sont précaires, qui aujourd'hui n'ont plus d'argent, et qui en plus bah, sont loin, hein, c'est-à-dire qu'ils sont partout sur le territoire. Ils sont complètement isolés les uns des autres, ce qui fait aussi d'ailleurs leur faiblesse, parce qu'ils sont très seuls. Donc, forcément, je crois qu'il y avait une centaine de personnes. Voilà. Entre 100 et 200 personnes, on va dire ça Ce qui est pas à mal. peu près. Évidemment, on est très loin de ce qu'on aurait pu attendre, mais en même temps, c'était pas étonnant au regard de la situation. Donc, sur place, vous aviez bon, bah, certains politiques, hein, députés et autres qui se sont présentés pour soutenir les salariés. Vous aviez donc les représentants du syndicat de la fédération CGT FITPAC qui donc étaient à l'origine, à l'initiative de cette manifestation et qui honnêtement se bat beaucoup dans le cadre de ces licenciements. Et vous aviez donc bah, quelques médias, mais éparses, hein, puisqu'il y avait un représentant pour Le Monde, un pour l'UMA, pardon pour ceux que j'oublie, et puis 2 ou 3 autres médias, mais qui ont, comment dire, une ligne éditoriale autour de la défense et de la protection des droits sociaux, etc. Donc on était content de voir là, mais qu'on pouvait s'attendre légitimement à voir à cet endroit-là. Mais ça a duré entre 11 h et midi, globalement. 11 h et midi, midi et demi. Sophie Binet, donc pour la CGT, qui est venue s'exprimer également. Et donc, à midi, 4 représentants syndicaux ont été reçus par donc le cabinet ministériel pour s'exprimer sur les difficultés Qui rencontrées du et qu'est-ce cabinet qu'il fallait faire. ministériel Quel poste du cabinet ministériel? C'est quoi? C'était un conseil technique, un directeur de cabinet? C'était quoi? C'est un directeur de cabinet qui les a reçus. D'accord. C'est un directeur de cabinet qui les a reçus donc pour le ministère de l'économie. Et c'est Voilà pas ce le que je ministre, sais. hein. Je sais que donc il y a eu des échanges qui ont été mis en œuvre pour expliquer ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait pour que ça aille mieux. Bon, principalement là dans l'immédiat, ce qu'il faut surtout, c'est que plus de cabinets de liquidateurs soient dans l'organisation donc de ces licenciements, et il faut qu'il y ait aussi des personnes supplémentaires au sein des AGS pour s'organiser, pour simplement, j'allais dire, faire la maintenance, c'est-à-dire bah, éditer des bulletins France Travail, les transférer chez France Travail pour que les gens puissent prétendre au chômage, organiser les virements des salaires qui sont en attente depuis beaucoup trop longtemps, idem pour le préavis, les soldes de tout compte, etc. En fait, tout ça, c'est de la maintenance. Et donc, il fallait effectivement demander que des moyens soient mis en œuvre. Mais là où en plus se pose la limite, à mon sens, moi avocat, c'est que normalement, celui qui est en charge de mettre ces moyens-là, c'est le tribunal de commerce. C'est le tribunal de commerce qui a nommé deux cabinets de mandataires liquidateurs, et pas 3 et pas 4. Or là, vous voyez, c'est finalement au gouvernement qu'on a demandé d'intervenir pour donner plus de mandataires. Mais en réalité, c'est pas au gouvernement de le faire, c'est au tribunal de le faire.
en théorie. Donc, vous voyez, là où on a eu un petit mélange des styles. Bon, après, peu importe si on joue un peu avec les frontières, puisque c'est pour la bonne cause. Mais vous voyez, au départ, déjà, on est obligé de mélanger un petit peu tout pour avoir les moyens qui correspondent aux décisions de justice et faire en sorte que les gens soient réglés. Donc, ces derniers jours, pour ce que j'en sais, il y a eu quelques mouvements. Donc, on a commencé à recevoir les salaires. Alors, pour les gens qui attendaient depuis août, ils ont commencé à recevoir du salaire. On a quelques soldes de sous-compte, ça et là, qui ont commencé à être payés. Donc, il y a eu un petit peu d'avancée. Voilà. Bon, après, on est encore loin du compte, hein, mais ça a commencé à un petit peu bouger. Voilà, pour ce que j'ai su ces derniers jours. Alors je suis quand même surpris que le ministre lui-même ne puisse pas voir les gens et des députés et les syndicats. Bon, il laisse faire au directeur de cabinet. Mon expérience des cabinets ministériels dans ma vie d'avant montre quand même que bon, lorsque c'est les collaborateurs qui voient les demandeurs, ça va jamais bien loin. Hein. Voilà, faut se dire les choses. Malheureusement, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que ce directeur de cabinet donc a dit voilà, comment j'imagine qu'il les a reçus pendant un certain temps. Voilà, qu'est-ce qui s'est dit dans cette réunion? Alors, très sincèrement, moi, ce qui m'a été rapporté, bon, ce n'est que ce qu'on m'a dit, mais c'est qu'en fait, ils n'avaient pas dit grand-chose. C'est surtout les représentants syndicaux qui ont exprimé les difficultés qui étaient rencontrées par les salariés et qui ont expliqué quels étaient les moyens qu'on attendait pour pouvoir améliorer la situation d'une manière très urgente. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on a commencé à entendre que les paiements allaient se faire en novembre, etc., ben on a tout dit, ben non, novembre, ça va pas. Il y en a des gens qui sont pas payés depuis août, on va pas attendre novembre. Donc, voilà. Mais en fait, il s'est pas dit grand-chose dans la mesure où bah, ils les ont reçus pour les entendre, mais pas pour donner une réponse immédiate à quoi que ce soit. Voilà, donc après, de ce que j'en sais, les liquidateurs ont été contactés pour essayer de voir avec eux ce qui pouvait être mis en place. Voilà. Et puis, voilà, à mon niveau, je ne sais rien de plus que ça. Est-ce que vous pensez que l'État peut agir est-ce qu'il peut faire bouger les choses sur sur ce problème ou ou de toute façon les liquidateurs, bah, enfin je sais pas, ils font ce que bon leur semble quoi. Bah, alors, si je réfléchis d'une manière encore une fois purement juridique, comment dire, le gouvernement n'a pas à interagir avec la sphère privée, normalement. C'est vrai. D'accord. Normalement, Oui, le mais gouvernement souvent n'a pas à mettre son nez oui, chez les mandataires oui, liquidateurs. mais souvent le gouvernement, pas forcément pour Mili, mais pour d'autres sociétés, par exemple Sanofi, a Oui, donné 1 milliard d'euros de voilà. subventions, des choses comme ça. Donc bon, bah, quand on donne de l'argent, on peut quand même exiger certaines choses. Oui, alors après c'est quand même bon, il y a le comment ça s'appelle le CRI, c'est ça, je crois. Le comité interministériel de gestion, donc les entreprises en difficulté. C'est pas exactement ça, mais donc qui notamment avait donc s'était occupé de Mili. Donc là, le but effectivement, c'est d'apporter des moyens aux sociétés en difficulté et d'organiser avec eux leur sauvegarde dans la mesure du possible. Donc il y a cet organisme là qui est un organisme d'État pour le coup, qui est là pour aider les entreprises en difficulté lorsque ces entreprises ont des gros effectifs en salariés. Donc, bon, effectivement, il y a cette cellule-là qui existe. Mais après, si on réfléchit, j'allais dire froidement, si l'État commence à mettre 1 million, 2 millions, 10 millions d'euros chaque fois qu'une société va mal, on n'est plus en République. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'État aide les salariés à travers les AGS, d'accord? Donc, en fait, là, ce qui nous a, nous, posé problème, c'est pas les moyens financiers eux-mêmes. Enfin, si, mais alors là, il fallait intervenir au moment où Mili rencontrait des difficultés financières, etc. Mais là, au moment où les licenciements sont faits, l'État va pas arriver et va pas arriver Non, et faire non, un chèque évidemment, de 22 évidemment. millions, vous voyez, Non, mais en disant évidemment. voilà, Par monsieur, dame, contre, allez-y. euh, Il faut quand même regarder comment ça fonctionne. évidemment, mais On par a les contre, AGS qui sont là pour ça, euh, donc qui ont les moyens financiers pour payer tout ce beau monde. On a un liquidateur qui a pris moult euros pour faire ce travail-là, qui est un travail de gestion
des licenciements des gens. D'accord? Donc, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on soit obligé d'aller dans un cabinet ministériel pour que les mandataires ils fassent leur boulot aussi. Ben Vous voilà, c'est voyez, ça. il y a un Ben c'est ça le moment, truc. Est-ce que voilà, c'est pour ça que je vous pose cette question, c'est-à-dire qu'est-ce que voilà, l'État peut bouger le cocotier concernant ses mandataires financiers, quoi. voilà. Donc, mais les mandataires liquidateurs, donc ils sont nommés par la justice. Donc ceux à qui ils rendent des comptes, les mandataires, c'est pas le cabinet ministériel, c'est le tribunal de commerce. Donc, si vous voulez, en réalité, il y a eu un problème. Il y a eu un problème dans l'affaire Mini pour moi. Il y a un problème qui a contaminé toute une ligne. C'est-à-dire que moi, quand le mandataire, j'ai vu qu'il faisait pas son boulot, j'ai fait une mise en demeure. Les deux cabinets. Et j'ai mis en copie le tribunal de commerce. Voilà. Et le tribunal de commerce, au moment où je vous parle, il n'y a pas eu de réaction. Et donc, il a fallu qu'on aille effectivement appuyer sur le champignon du ministre de l'économie parce qu'effectivement, ils ont des moyens à leur disposition lorsqu'ils le veulent pour pouvoir faire pression voilà, sur des mandataires, etc. Mais c'est une pression qui est psychologique. Vous voyez ce que je Bien veux sûr, dire? bien sûr. À quel moment est-ce qu'un ministre de l'économie il va venir sanctionner un mandataire liquidateur? Mais justement, tiens, dites-moi, ces mandataires financiers, parce que c'est un monde un peu opaque. Comment ça se passe dans les faits? Comment ils travaillent? Alors, Est-ce qu'ils ont des moyens? Comment ça se passe? dans les faits, ils font une école de mandataire, hein, ils ont un diplôme de mandataire, d'accord? Une fois qu'ils ont leur diplôme, ils sont inscrits auprès du tribunal de commerce dont ils vont dépendre. Et le tribunal de commerce donc va les nommer dans les procédures collectives qu'il va ouvrir. C'est aussi simple que ça. Et puis donc ces mandataires sont rémunérés soit par la société lorsque la société a de l'argent pour le faire, soit par les AGS lorsque ce n'est pas le cas. Parce qu'on part du principe que indirectement, un mandataire va aider à sauvegarder les emplois ou en tout cas va s'occuper des salariés et que donc finalement, on va financer le mandataire avec les moyens qui sont ceux normalement mis à disposition pour les salariés. Bon, donc voilà, c'est pas très compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le mandataire, il est contrôlé par le tribunal de commerce qui l'a nommé et il est contrôlé par donc le juge commissaire en l'occurrence qui chapeaute la liquidation. Voilà, donc là en l'occurrence pour Mélie, il y a un juge commissaire, il y a un second juge commissaire parce que ça fait effectivement beaucoup de monde à gérer et beaucoup de choses à s'occuper. Et donc le tribunal de commerce avait effectivement nommé 2 cabinets de mandataires. Et ce que j'avais dit, c'est que 2 cabinets de mandataires, c'était manifestement pas assez pour gérer autant de monde dans une période aussi courte. Voilà. Donc, quand on va enclencher la pression d'un cabinet ministériel pour obtenir plus de moyens, c'est en même temps, c'est la seule solution qu'on avait pour activer les médias, enfin pour que ça fasse du bruit, pour que donc s'organise une pression autour de toute cette histoire, de façon à bouger aussi les mandataires. Mais en réalité, les moyens, c'est le tribunal de commerce qui les donne. C'est pas le cabinet ministériel. Alors Voilà. j'ai des commentaires d'auditeurs. Ouais. Il y en a un qui est pas content, hein, je vous le dis. Hein. Ah, mais je comprends. Alors, je suppose que vous plaisantez quand vous osez affirmer de manière péremptoire que la France est exemplaire dans le domaine des protections droits du travail. Même dans la fameuse fonction publique, l'État trouve des moyens redoutables de virer avant l'heure comme des malpropres certains fonctionnaires devenus indésirables, quoi qu'irréprochables professionnellement par des procédés et dols spécieux dont il a le secret. Et malheur à la victime de cette machine à broyer qui ne peut se permettre de payer plus de 10 000 € à un avocat sans être certain de gagner devant les tribunaux puisque les 10 000 juges... euros, quand même. J'aimerais bien, monsieur, j'aimerais bien. Pour ma part, si je prenais 10 000 € d'honoraires, je pense que les salariés de Mili ne seraient pas dans mon cabinet. Voilà, donc je pense qu'il faut... Alors, il faut arrêter de tout caricaturer, si je peux me permettre. Voilà. Donc, les avocats qui touchent 10 000 €, c'est pas les avocats qui défendent les salariés, je vous le dis tout de suite. Il y en a, mais c'est plutôt des grosses firmes qui bossent pour l'autre camp. Voilà, hein, donc je pense qu'il faut raison garder, monsieur, dans ce qu'on dit. Ensuite, je n'ai pas dit que la France n'avait pas de défauts. J'ai dit que avant, aujourd'hui, nous étions le phare en matière de protection sociale
en Europe, parce que même tout imparfait, on est toujours imparfait, on peut toujours faire mieux. Mais il y a, moi, quand j'ai commencé ce métier il y a une quinzaine d'années, il y a 15-20 ans en arrière, on avait quand même un socle de protection des droits des travailleurs dans ce pays qui était exemplaire par rapport au reste de l'Europe. D'accord? Je ne vais pas vous faire un cours de droit du travail parce que c'est pas intéressant, mais on a des protections contre les contrats à durée déterminée abusifs, on a des protections contre les faux temps partiel, on a des protections contre les licenciements sans cause réelle ni sérieuse, contre les discriminations, on a quand même énormément les heures supplémentaires dans ce pays. Vous faites des heures supplémentaires et elles ne vous sont pas payées. Vous êtes en mesure d'aller devant un juge avec un tableau récapitulatif de vos heures supplémentaires. Et si votre employeur n'a pas de contrôle de votre temps de travail, on vous les paye. Je veux dire, il y a quand même, il faut raison garder. Moi, je fais que du droit du travail salarié. Il y a de très belles choses encore dans ce pays en droit du travail, mais c'est beaucoup moins bien depuis les ruptures conventionnelles. Je vais vous dire, hein, moi, je peux vous donner les 3-4 coups de canif dans le contrat allez-y. qui ont fait mal. Il y a eu donc les ruptures conventionnelles. Parce que les ruptures conventionnelles, c'était fait oh là là, pour aider les gens qui avaient envie de partir, etc. Et qu'on leur donne un peu d'argent pour qu'ils puissent construire leur propre société, etc. Sauf qu'en réalité, les ruptures conventionnelles, c'est devenu un moyen pour les patrons de faire partir les gens et de protéger d'une manière abusive sans avoir de contrôle. Parce que faire annuler une rupture conventionnelle aujourd'hui, bah, franchement, amusez-vous. Hein. Moi, je peux vous dire que j'en ai contesté un sacré paquet et on n'est pas suivi par les juges. Il y a une espèce de protection psychologique autour de la rupture conventionnelle. C'est un contrat, tout le monde l'a voulu, donc c'est comme ça, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que la rupture conventionnelle a été un premier drame en droit du travail parce qu'au lieu de s'embêter à licencier les gens quand on n'a pas de motif pour le faire, ben, on leur met de la pression, soit par de harcèlement au travail, soit par des menaces, soit par tout un tas de procédés qui peuvent être mis en œuvre pour les obliger à accepter une rupture conventionnelle. Donc la rupture conventionnelle, ça fait déjà beaucoup de mal. Ensuite, on a eu l'ANI de mars 2013, du 6 mars 2013, qui a commencé à inventer ce que sont devenus les accords de performance collective. Alors ça, personne ne sait que ça existe. Hein. Les accords de performance collective, c'est un employeur qui vous dit, voilà, moi j'ai pas de problème économique, mais enfin je me dis que ça pourrait aller mieux et que peut-être il faut que je me méfie parce que peut-être plus tard ça va aller pas bien. Et donc je vais mettre en place un accord. Et cet accord, je vais faire en sorte qu'il contienne des modifications. Donc vous allez moins travailler, mais vous allez être payé, vous allez plus travailler, mais vous allez être payé moins cher, ou alors je vais vous enlever les primes de Noël, ou alors je vais organiser votre déménagement à 600 bornes de là, et si vous refusez, vous allez être licencié pour faute. Voilà. Et ça existe dans notre pays. Et ça, vous imaginez même que c'est dramatique. Dans le dernier état, et le dernier coup de canif qui, moi, vraiment me fait saigner, c'est le barème Macron. Le barème Macron, c'est vous licenciez abusivement les gens. Vous avez un barème d'État qui a été introduit par le législateur, qui a été validé par la Cour de cassation, qui ce jour-là m'a trahi dans toute la conviction que je pouvais avoir dans mes juges, parce que vous avez entendu que je crois quand même en la justice devant laquelle je plaide tous les jours. La Cour de cassation a validé ce barème Macron, et en gros, lorsque vous êtes licencié, on sait déjà combien est-ce que vous allez toucher de dédommagement, selon la taille de l'entreprise et votre ancienneté. C'est-à-dire que le juge ne peut pas vous donner plus s'il estime que vous avez un préjudice qui est lourd. Si vous avez perdu votre emploi et que vous êtes retrouvé dans un mobil-home avec vos 10 gamins, il ne peut pas vous donner plus que ce qui vous avait retrouvé d'un emploi le lendemain. Il n'y a plus de différence dans le préjudice, il n'y a plus d'appréciation réelle du préjudice. Et donc, évidemment, on a profité du barème Macron pour diviser par 3 ce qui était versé avant aux gens en dédommagement. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Concrètement, les employeurs, quand ils vous licencient abusivement, ils savent combien ça va leur coûter. Donc, ils se disent que si, au pire, vous allez les embêter dans le conseil de prud'homme, de toute façon, vous avez 1 an d'ancienneté et ça va leur coûter entre un mois et 2 mois de salaire, c'est-à-dire peanuts. Et en fait, ils peuvent le provisionner. Et entre les statistiques et le barème Macron, ils font des licenciements abusif, mais en se disant, bon, ça va pas me coûter grand-chose, finalement, c'est pas grave. Et de l'autre côté,
Les gens, ils se disent, je vais pas aller voir un avocat. Alors, je vais peut-être pas le payer 10 000 euros, mais je vais peut-être le payer 1 500 ou 2 000 euros. Et si c'est à la fin, c'est pour gagner un mois de salaire, ça vaut pas le coup. Donc, tout ça fait que la justice qui combat les licenciements abusifs, elle se trouve très fortement compromise. Mais je vais vous dire une chose. Donc, si vous voulez, c'est pas que le droit du travail français est bon ou est mauvais. Il est moins bon que ce qu'il a été. Il faut être très vigilant pour pas qu'on perde ce pour quoi on s'est battu. Et il faut garder en tête que malgré tout, par rapport à ce qu'est le reste de l'Europe, le droit du travail français est encore bien au-dessus. Mais vous savez, les 3 coups de canif que vous venez de citer, c'était des demandes à l'époque du patronat aux législateurs pour que, en promettant, en contrepartie, des embauches massives qui ne sont pas arrivées. C'est-à-dire qu'on a rajouté, on a rajouté du libéralisme pour les patrons, voilà, et en contrepartie, ça n'a pas fait baisser le chômage. Voilà, le législateur s'est encore fait rouler dans la farine. Mais parce que, si vous voulez, chaque fois qu'on met un coup de canif, il faut quand même mettre en face un semblant d'alibi, vous voyez. Donc effectivement, il y a toujours eu des alibis. Et pour le barème Macron, oui, vous comprenez, les employeurs sont traumatisés parce que quand ils vont au prud'homme, on les défroque, on leur prend tout. Comment vous voulez qu'ils embauchent alors qu'ils ne peuvent pas rompre un contrat de travail sereinement, etc. Ça a été ça le discours. Donc, il faut qu'ils puissent sereinement envisager des licenciements pour pouvoir embaucher plus en étant serein. Alors, moi, il ne fallait pas me mettre de l'autre côté de la table le jour où il y a un politique qui a dit ça. Parce que faut arrêter de dire n'importe quoi. D'abord, il existe une petite chose qui s'appelle la période d'essai. Donc, vous avez quand même le temps. Et en plus, elles ont été doublées, triplées dans ce pays. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles il y a eu des vraies problématiques. Vous avez entre 2 mois et 8 mois, selon que vous avez un employé ou un cadre, de période d'essai. Donc, vous avez quand même le temps sereinement d'apprécier la capacité de la personne à faire son travail. Ensuite, si vous faites un licenciement qui n'est pas abusif, vous l'avez la visualisation de ce que va vous coûter le licenciement. Donc, c'est du vrai foutage de tronche, pardon. Mais à partir du moment où vous licenciez quelqu'un avec un vrai motif, que ça soit un motif économique ou que ça soit un motif personnel, les salariés qui font des fautes, il y en a, bien sûr, ou qui font mal leur travail, il y en a. Mais quand vous faites ça dans le respect des droits des salariés pour un motif qui est réel et sérieux, il n'y a pas de problème de visualisation ou de sécurité pour les employeurs. Alors, cher maître... Donc là, en fait, ce qu'on a défendu, c'est la sécurisation des employeurs qui licencient sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire qu'ils licencient pour rien. Donc, pardon, mais de ceux qui... Des voyous, voilà. Bien sûr. Alors, merci à vous, cher maître. Merci à vous, cher maître. Est-ce que... il nous reste 1 minute 15. Est-ce que les salariés de Milly, je sais pas, vont organiser d'autres choses? Est-ce qu'ils se sont regroupés dans une association? Est-ce que les syndicats... Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer encore, peut-être? Alors, là, on est en train de... Donc, on a monté un groupe qui est alimenté toutes les heures par des gens qui arrivent pour en faire partie. Un groupe de salariés qui vont saisir le Conseil des prud'hommes, je vous disais. Donc, on va voir combien de personnes vont se joindre à ce groupe, à cette procédure. Ça sera une des plus importantes, en tout cas, que moi, j'aurais vu, parce qu'effectivement, vu le nombre de personnes concernées, même si on n'en a qu'un tiers, ça va activer la justice d'une manière qui est, à mon avis, inédite. Et j'espère que la justice sera au rendez-vous pour en tout cas les dédommager. Et puis j'espère que la justice pénale et commerciale va aussi se mobiliser pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et que les responsables soient effectivement inquiétés, punis et obligés de réparer dans une certaine mesure les torts qui ont été faits. Merci à vous, cher maître Alexandra Dupuis, pour cette très intéressante émission. On a pu apprendre beaucoup de choses. Je vous recontacterai évidemment, je vous inviterai sur YouTube ou sur Radio Courtoisie et j'espère vous voir physiquement là, parce que j'aime pas trop les visios. Ouais, moi aussi, mais là c'était un peu court. Je vous l'ai appelé que hier. Voilà. Merci à vous, passez un excellent week-end. On se retrouve samedi prochain, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao. En France, voici comment se déroulerait le déclenchement d'une frappe nucléaire.
scènes de violence contre commissariats, mais aussi des écoles, des mairies. Qui gouverne le monde, hein. Beaucoup de gens pensent, à tort, que ce sont les hommes politiques.